Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne AH Fiscalité et Finances dans laquelle nous allons pas parler géopolitique mais nous allons parler juridique avec une notion ultra importante en business et en entrepreneuriat qui te concernera si tu fais du business et que nous allons étudier sous le prisme de Nord Stream, le gazoduc qui a explosé en mer Baltique en s'attardant sur le fait et si c'était la Russie qui l'avait fait pour gagner de l'argent. Avant de commencer, pense à nous rejoindre sur nos différents canaux. Les liens se trouvent dans la description, que cela soit Discord ou Telegram. C'est entièrement offert et tu auras du contenu exclusif et l'accès à une communauté d'entrepreneurs. En guise d'introduction de cette vidéo, Nord Stream est un sujet d'actualité puisqu'il y a eu ces dernières semaines de nombreux rebondissements dans la recherche de la responsabilité de ce sabotage. Ici, nous allons l'aborder sous un angle entrepreneurial, c'est une chaîne business après tout, et nous allons nous intéresser au sabotage en se demandant pourquoi la Russie pourrait être derrière ce sabotage d'un point de vue économique, d'un point de vue financier. Il est important de préciser que ce n'est qu'une opinion, on va apporter ici une raison valable de surcroît économique, raison souvent utilisée en business qui peut te permettre de sortir d'un contrat sans pénalité. Et c'est valable pour un bail, un contrat avec un fournisseur, un appartement, un abonnement, etc. N'hésite pas à rester jusqu'au bout de cette vidéo et à donner ton avis dans les commentaires, constructif et non politique, les avis. Ici, c'est une dictature, donc si c'est des avis politiques et qui n'ont aucun lien avec le sujet que nous voyons, le commentaire sera supprimé, tout simplement. On entend souvent que pour la Russie, et pour justifier du fait que la Russie n'a aucun intérêt à avoir fait sauter Nord Stream, on entend tout le temps la justification suivante. Il suffisait pour la Russie de fermer le robinet. C'est la justification numéro 1 que nous attendons de la part d'experts, non-experts, notamment sur les plateaux de télévision, articles de presse, commentaires sur Internet. Il suffisait à la Russie de fermer le robinet et d'arrêter de livrer sans faire sauter son propre pipeline. Pourquoi elle aurait fait sauter son propre pipeline. Comme je l'ai dit, ces dernières semaines, il y a eu de multiples rebondissements, notamment avec un journaliste très connu nommé Seymour Hersh, un grand journaliste qui a gagné un prix Pulitzer d'ailleurs, et récemment sur une implication possiblement ukrainienne de ce sabotage. Après tout, même pour toi, cela paraît logique. Et n'hésite pas à le dire dans les commentaires, on cherche toujours le mobile à qui profite le crime. L'Allemagne n'avait aucun intérêt à faire sauter ce pipeline, à part payer du gaz plus cher. La Russie, pourquoi détruire son propre pipeline alors qu'on pouvait tout simplement fermer le tuyau et couper la distribution de gaz? Les USA, lorsqu'on parle des Américains, Biden avait dit qu'il mettrait fin à Nord Stream et cela permet aux Américains de vendre du gaz cher et attirer les entreprises européennes sur son territoire pour la stabilité des prix de l'énergie et notamment le récent Inflation Act aux États-Unis fait par l'administration Biden. Mais si on regarde également les plateaux de télévision, et je vais prendre un plateau de télévision français, on se dit mais pourquoi la Russie aurait pu faire ça? Et je te partage un reportage qui a eu lieu il n'y a même pas une semaine. Vous vous rappelez qu'à l'époque, on avait discuté sur ce plateau à plusieurs reprises, on ne comprenait pas très bien quel était l'intérêt des Russes qui envoient du gaz à l'extrémité du tuyau, de faire sauter leur propre tuyau en pleine mer du Nord. Je vais faire tout. Donc, on le voit bien, aucun intérêt pour les Russes alors qu'il suffisait de fermer le robinet. Alors, pour bien comprendre le fonctionnement, on va essayer de le schématiser le plus simplement possible. Vous avez d'un côté la Russie, vous avez un gazoduc qui relie la Russie à l'Allemagne et la Russie va livrer du gaz à l'Allemagne, tout simplement. En échange, l'Allemagne va payer ce gaz à la Russie, à la société qui fournit le gaz, à Gazprom. Cette relation, elle est prévue par ce qu'on appelle un contrat. Et c'est sur ce contrat qu'on va se concentrer. Pourquoi se concentrer et accentuer l'importance de ce contrat? C'est là que ça devient intéressant d'un point de vue juridique qui pourrait justifier que la Russie s'auto-sabote son propre pipeline. La livraison de gaz, elle est conclue sous forme de contrat.
et principalement de contrats longue durée. Tu te doutes bien que quand l'Allemagne ou l'Europe commande du gaz, elle passe pas par un tunnel de vente, elle paye pas par PayPal à travers un lien de paiement. Ce sont des contrats long terme en plus. Le contrat, il va prévoir beaucoup de choses, il va comprendre notamment les conditions de paiement, ça posait un problème quand ils avaient décidé de le passer en rouble, mais on va se concentrer sur les 2 choses les plus importantes qu'un contrat prévoit. Le contrat va prévoir des obligations pour la société russe livrant le gaz, à savoir Gazprom. Des obligations de livraison, comment elle est payée, et cela sur une relation long terme. J'insiste sur le long terme. Le contrat va prévoir également des pénalités pour non-respect du contrat, autant pour une partie que pour l'autre. Il va avoir des pénalités si les Allemands payent en retard ou s'ils ne payent pas. Et pareil, il va avoir des pénalités si Gazprom ne respecte pas son contrat et ne livre pas le gaz qui est prévu au contrat. La société qui fournit le gaz, comme je l'ai dit, c'est la société Gazprom, qui est une société privée, mixte, ça veut dire semi-publique, puisque l'État russe possède 50,2% du capital et que le reste du capital est coté en bourse. Et lorsqu'on se concentre sur cette partie, il va falloir comprendre également l'importance de Gazprom pour l'État russe. Il faut être conscient de l'importance stratégique et donc géopolitique de Gazprom pour l'État russe. Et pour bien comprendre cette importance et pour que tu arrives à bien t'en rendre compte, je vais te prendre des données de 2005. Ok, ce n'est pas trop actuel, mais cela ne risque pas d'avoir trop baissé, bien au contraire, encore plus avec l'explosion des matières premières. La société Gazprom, elle participe à hauteur de 20% des recettes budgétaires de l'État russe. Ça veut dire 1/5. Elle contribue également à hauteur de 8% du PIB russe, ce qui est juste énorme. Une seule société, 8% du PIB russe. Donc, tu l'auras compris, et il n'y a pas besoin d'être polytechnicien, Gazprom est une entreprise dite systémique pour l'État russe et pour l'économie russe. En matière de rupture de contrat, ici, on va s'intéresser à la rupture et comment sortir d'un contrat sans pénalité. Si demain, tu souhaites rompre un contrat, tu peux avoir des pénalités. Et je te parle ici de n'importe quel contrat, que cela soit ta salle de sport, que cela soit ton abonnement téléphonique. Je prends un exemple que j'avais pris dans le Borderless Entrepreneur. Pour les personnes qui veulent s'expatrier lorsqu'ils rentrent dans un contrat à l'étranger, notamment avec un bail, les règles sont différentes à l'étranger qu'en France. J'avais évoqué notamment une clause à rajouter dans leur baux pour pouvoir partir sans avoir trop de pénalités. Et j'avais pris un exemple concret qui était le mien. Quand j'avais signé mon bail et que je lis en entier, je te recommande de le lire en entier et de ne pas attendre d'être face à un problème pour le lire, je m'étais rendu compte qu'il y avait une clause dans le contrat qui prévoyait que si je rompais le contrat avant l'échéance de 1 an, le propriétaire gardait la caution, 2 mois de loyer, ce qui faisait un peu cher. Sauf dans le cas où le contrat a été rompu pour une clause que j'ai rajoutée et qui était facilement invocable et que je n'hésiterai pas une seconde à invoquer si j'en ai besoin pour rompre le contrat sans pénalité. Il va falloir comprendre que dans le cas de Gazprom, c'est exactement pareil, sauf que les contrats font des centaines, voire des milliers de pages, et quand la Russie, et je te parle de l'État russe, a décidé, suite au début de la guerre en Ukraine, de réduire la quantité de gaz dans les tuyaux, c'était une décision politique. Cette décision politique a des conséquences financières pour Gazprom, puisque Gazprom est une société privée, car la décision politique n'était pas justifiée d'un point de vue économique, et cela n'engageait pas Gazprom, ça obligeait Gazprom de toujours poursuivre ses livraisons. La Russie, et c'est pour cela qu'elle a tenté tant bien que mal à justifier la réduction par des problèmes techniques, notamment une turbine Siemens bloquée à cause des sanctions, mais en réalité, le non-respect du contrat expose Gazprom, le fleuron russe, à de très lourdes compensations financières pour non-respect du contrat. Et on ne parle pas de quelques milliers d'euros. Là, on parle en centaines de millions d'euros, voire en milliards d'euros. Donc, comprends-le bien, il faut recontextualiser la chose. On ne parle pas de rompre un préavis d'un freelance à 1000 balles par mois. La compensation financière
et très lourde, sauf dans ce qu'on appelle la force majeure, qui est en quelque sorte l'arme de destruction massive des contrats et la raison pour laquelle on paye une fortune des avocats qui arrivent à prévoir, oui, à prévoir le futur, et à exclure des situations très particulières dans les contrats, la force majeure. Tout d'abord, la force majeure est une invention française, cocorico, qu'on retrouvera en droit international sous ce terme. Donc même à l'étranger, on parlera de force majeure. Force majeure se dit d'ailleurs force majeure, même en estonien, si tu regardes le code civil estonien, on parle de force majeure. C'est un terme international, un peu comme Velux, comme frigo ou quoi que ce soit. En plus de l'expression, et ça c'est un avantage, c'est que la notion de force majeure est une notion qui est plus ou moins identique partout et elle est reconnue lorsqu'elle remplit les 3 conditions suivantes cumulatives. La première condition va être imprévisible. Donc ça, c'est assez facile à comprendre, on ne peut pas la prévoir. De grandes discussions se sont posées autour justement du Covid. Est-ce qu'il était prévisible ou pas ? Il faut être également irrésistible. Avant de rajouter force majeure dans ta bio Tinder, irrésistible dans le sens d'insurmontable, impossible à surmonter. Et il faut une 3e et dernière condition. On rappelle, il faut remplir ces 3 conditions cumulativement. Il faut qu'elle échappe au contrôle des personnes concernées par le contrat. Ici, vous avez d'un côté les acheteurs européens et de l'autre côté, vous avez le fournisseur Gazprom. Si on s'intéresse à la force majeure suite au sabotage de Nord Stream d'un point de vue russe, dans le cas de Gazprom, donc en se plaçant du côté fournisseur, le sabotage, il était bien imprévisible. Personne n'a créé un événement Facebook pour l'annoncer. Bon, je suis volontairement dans l'exagération pour que tu comprennes bien. Le sabotage était également irrésistible, insurmontable. Sans tuyau pour livrer le gaz, cela va être difficile de le livrer, voire impossible. C'est même pas impossible, c'est clairement impossible. Et il échappe au contrôle des personnes concernées, ici Gazprom. Donc, tu l'auras compris, ce sabotage a clairement permis à Gazprom, une société d'importance systémique pour la Russie et son économie, de sortir des contrats d'approvisionnement européens sans avoir la moindre pénalité à payer en raison de cette force majeure provoquée par ce sabotage. Et de protéger également de toute poursuite pour non-respect du contrat en tant qu'entreprise privée. En tant qu'entreprise privée, elle ne bénéficie pas de l'immunité réservée aux États. Donc, si on se place avec un peu de recul et avec un peu de réflexion, l'intérêt de la Russie, si elle était derrière ce sabotage, on parle au conditionnel, c'est très important, il y a un si, tu l'auras compris, ce sabotage aura permis de protéger une entreprise qui contribue à hauteur de près de 10% au PIB russe. Et se pose alors la question, est-ce que la Russie était donc totalement désintéressée de ce sabotage ? Personnellement, je n'en suis pas si sûr. N'hésite pas à le dire également dans les commentaires. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo. Il est quelquefois important et intéressant d'aborder une problématique d'un point de vue juridique. Le but n'étant pas de faire une vidéo politique, mais d'expliquer une notion ultra importante qui peut te concerner autant dans ta vie personnelle qu'entrepreneuriale. Quand Elon Musk a évoqué l'existence des faux comptes pour essayer de sortir du contrat d'achat de Twitter, c'était pas de la force majeure, c'était plus pour essayer d'entamer une renégociation du prix. Donc, c'est quelque chose de très important à avoir. Vous l'avez pour du gaz, vous l'avez pour un bail, vous l'avez pour une société, qui est systémique pour un pays, vous l'avez également pour votre salle de sport. Un fournisseur, il tentera toujours d'invoquer une force majeure. Quand toi, de ton côté, tu chercheras à prouver le contraire. J'en parlais avec un entrepreneur qui fait construire une maison et la personne invoquait qu'elle ne payait pas les retards de livraison parce qu'il pleuvait. Il pleuvait à Bali. Est-ce que la pluie à Bali est quelque chose d'imprévisible ? Oui, non, à toi de me le dire. Pour valoriser ta boîte et favoriser ta relation bancaire et donc favoriser tes investissements et donc par conséquent favoriser ton enrichissement, il faut contractualiser sa relation avec les tiers. Et quand on fait un contrat, il faut savoir comment on peut en sortir sans y laisser trop de plumes.
J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager, n'hésite pas à laisser un commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.